Introduction à la pression. Complément. Bonjour, donc voici le deuxième enregistrement sur la pression. C'est vraiment un complément, c'est des choses qui ne font pas nécessairement partie du cours de chimie comme tel, mais qui, c'est des notions intéressantes sur la pression. On va parler de principes de Pascal, d'Archimède et de Bernoulli. Donc, c'est ça. Dans une vidéo précédente, on avait dit que la pression, c'était égal à la pression atmosphérique plus ρ Gz, donc ρ étant la masse volumique, G l'accélération gravitationnelle et Z la hauteur de ma colonne définie de cette façon-ci. Bon. Maintenant, je vais me demander qu'est-ce qui va arriver si je pousse sur cette colonne de liquide-là avec un piston. Donc, on le sait intuitivement, hein, comme c'est un liquide incompressible, ben, il faut que si je pousse ici mon liquide, ben, il faut qu'il se ramasse ailleurs. Donc ici, le volume ici de liquide s'est ramassé ici. Donc le niveau dans la partie de gauche a augmenté. Okay? Et ça, je l'ai fait pour que ça reste à la même pression en surface. Bon, je pourrais ici mettre un autre piston. Hein? Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vais jouer avec les pressions. Hein? Donc là, ce qu'on vient de voir finalement, c'est que si j'appliquais une pression sur le liquide, bien, cette pression-là était transmise partout dans le liquide ou à travers le liquide. Hein? C'est ce qui est arrivé. Donc moi, je veux être capable d'appliquer une force ici pour que j'ai une force de l'autre côté qui soit transmise. Puis je le fais de façon intelligente. Donc, regardez, ici, je sais que si j'applique une force, ça va être égal à la pression qui va être exercée fois l'air ici. Bon, ça, j'ai appris ça. Si la résultante de l'autre côté, ben, ça va être encore la pression fois l'air. Or, la pression, ça va être la même ici. Puis l'air, ben, l'air est plus grande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que je vais avoir une autre force qui est ici. C'est comme si je vais avoir mis une force qui est plus grande. Pourquoi? Ben parce que je peux égaler ces choses-là. Okay? Donc, je peux dire, hein, je peux isoler mon P, puis par méthode de comparaison, je peux égaler mes deux équations. Donc, j'aurai F1 sur A1 qui est égal à F2 sur A2. On appelle ça la loi de Pascal. Ou autrement dit, la force 2, la force qui va être ici, ça va être égal au rapport A2 sur A1 fois ma force 1. Si mon air ici est petite et que l'air ici est grande, bien vous verrez que j'ai augmenté beaucoup la force qui est exercée. Donc c'est comme ça qu'on arrive à soulever par exemple des véhicules. C'est avec une pression hydrostatique de cette forme-là. On a aussi un autre principe relié à l'hydrostatique qui est très intéressant. C'est le principe d'Archimède. Okay, le fameux scientifique de l'Antiquité. Donc, on a ici un cube de quelque chose. On ne sait pas encore c'est quoi. On a le vide, là, on va simplifier, on a le vide, puis là, on a notre liquide ici. Donc, notre cube, il est dans le liquide. Je le sors ici, puis là, on voit ici l'équilibre des forces. Donc, on en a déjà parlé. Donc, j'ai une pression à gauche, à droite qui vont s'annuler. En haut, en bas, les forces qui sont exercées là, à cause de la pression, et j'ai le poids hein, finalement de mon objet, donc ρ fois delta V, donc la masse volumique fois le volume, donc ça c'est la masse, multiplié par G. Bon, ben si mon objet okay, a la même masse volumique que mon liquide, ben il ne va rien se passer. Mon liquide va être c'est-à-dire mon objet va être en équilibre. Si la masse volumique est plus grande, ben mon objet il va couler, simplement. Si la masse volumique est plus petite, ben là, ma résultante va être par en haut, donc mon objet va vouloir monter comme ça par en haut. Okay? Donc, le résultat final de cette petite expérience de pensée, c'est que la force qui va être exercée par le fluide, ça va être égal au poids du volume qui est déplacé.
OK? Et ça s'appelle le principe d'Archimède. Donc, l'objet va subir une force égale au volume, au poids du volume qui est déplacé. Donc, si j'ai la même masse volumique, il ne se passe rien. Mais si c'était plus petit, la masse volumique était plus petite, ben là, il subit une force par en haut. C'est comme ça qu'on fait flotter des bateaux. Ben là, on ne va pas faire flotter un bateau, on va faire flotter un iceberg. Donc, la question, c'est quelle est la fraction d'un iceberg qui émerge de l'eau? Donc, pour ça, on va prendre des valeurs. On va dire que la masse volumique de l'eau à 4 degrés Celsius, c'est 1 gramme par centimètre cube. En fait, les icebergs, ça c'est une petite parenthèse, les icebergs qui vont se trouver dans l'océan, ben c'est sûr que l'eau va être salée, la masse volumique, elle ne sera pas la même, elle risque d'être plus haute que ça. Là. Donc, il faut faire attention. Puis, même chose pour la glace. Donc, la masse volumique de la glace, normalement 0,9167 grammes par centimètre cube. Mais là, s'il y a des bulles d'air, ben, la masse volumique est plus petite que ça. Donc, notre résultat final dépend, en fait, de ces hypothèses-là qu'on prend ici. Bon, si j'appelle xi la fraction émergée et que le poids, j'aurai à ce moment-là que le poids du iceberg, c'est la masse volumique de la glace fois le volume de glace multiplié par l'accélération gravitationnelle. Et le poids du fluide déplacé, à ce moment-là, ben, c'est la masse du volume d'eau déplacé. Donc, c'est égal à la masse volumique de l'eau fois son volume. Mais son volume, il faut faire attention, il faut enlever la fraction qui est émergée parce qu'elle ne fait pas partie du volume qui est immergé. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. J'ai le facteur 1 moins xi au lieu de 1 simplement. Donc, on a à ce moment-là simplement à faire l'équilibre. Donc, j'ai le poids, j'ai en fait le poids du volume déplacé qui est égal à ce moment, qui est en équilibre avec la force gravitationnelle, donc le ρ glace fois le volume fois l'accélération gravitationnelle. On voit que les V, G vont se simplifier et je peux isoler mon xi. Donc, ça donne xi est égal à 1 moins, donc la fraction, 1 moins le rapport des masses volumiques. Si je fais le calcul, ben, je vais arriver avec 8,330%. Mais ça, c'est encore là, c'est en supposant que c'est pas de l'eau salée et que j'ai pas de poche d'air dans ma glace. Mais ça vous donne une idée là, de la proportion de mon iceberg qui est émergé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la pointe de l'iceberg. Ben oui, parce qu'il y a juste une petite partie qui sort de l'eau. Il ne nous reste plus qu'à parler du principe de Bernoulli, qui est en fait celui qui est le moins intuitif, là. Donc, pour ça, on va considérer un fluide, donc un fluide incompressible, qui va se déplacer à flux constant dans un tuyau où j'ai des sections A1 et A2. Donc, A1 et A2, c'est l'air de la surface là, de mes tuyaux, comme ça. OK? Moi, je dis, plus le tuyau est petit, plus la vitesse est grande. Pourquoi? Ben, donc, parce qu'il faut que mon volume soit conservé. Donc, ça ici, qu'est-ce que c'est? Ben, ça représente, en fait, le volume, c'est l'air qui est ici, multiplié par la distance qui a été parcourue. Puis la distance qui est parcourue, ben, c'est la vitesse fois le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai A1 V1 delta T est égal à A2 V2 delta T, parce qu'il faut que j'ai la même quantité de volume qui rentre puis qui sort. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un même temps, ben, si ma surface est grande, donc si mon diamètre est grand, ben, il faut que la vitesse soit petite pour compenser. Bon, ça, c'est réglé. À partir de là, on peut calculer l'énergie cinétique de mes particules d'eau, mes molécules d'eau ou de liquide. Donc, l'énergie cinétique, c'est donc une demi fois la masse fois la vitesse au carré. Puis la masse, ben, comme on vient de le dire, ben, c'est la masse volumique fois le volume. Puis le volume, c'est ce qu'on a mis ici. Ben, ça va s'en donner que l'énergie cinétique, elle ne sera pas conservée parce que, justement, la vitesse diminue. Donc, puisque la vitesse diminue, on a une perte d'énergie cinétique. Puis cette perte d'énergie cinétique-là, ben, elle va correspondre à un travail qui va avoir été effectué sur notre liquide. OK? Et ce travail-là
ça se trouve à être donc la force fois une distance. Donc, on peut l'écrire comme P fois A, donc qui est une force, et la distance, ben, V fois le temps. Donc, la différence ici de travail, c'est ça ici. OK? Il faut que ce qui soit perdu ici provienne de là. OK? Donc, on a à égaler ces choses-là. Et puis là, il faut simplifier. C'est un petit peu laborieux, mais ça se fait. On va trouver à la fin que P1 plus 1 demi rho V1 au carré est égal à P2 plus 1 demi rho V2 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si j'augmente le P ici, il faut que la vitesse soit plus petite pour que ce soit égal. Donc, c'est bien ce que je dis. Si j'ai une vitesse plus grande, la pression est plus petite. Okay? C'était ce que j'avais dit. Plus la vitesse d'un fluide est grande, plus sa pression interne, là, à l'intérieur, est faible. Ça, c'est assez contre-intuitif. Puis, en fait, je vais souligner que on pourrait faire la même chose avec un gaz. Le calcul est juste plus compliqué. Okay? Mais on aurait, disons, grosso modo, le même résultat. Donc, plus l'air va vite, plus la pression est faible. C'est assez contre-intuitif. Mais c'est contre-intuitif, mais c'est utilisé dans certains cas, par exemple, pour la portance. Donc ça, imaginez que c'est une aile d'avion, je ne vais pas tout dessiner l'avion. Ben, vous avez, ça se déplace. Pourquoi que ça a cette forme-là? Ben, c'est parce qu'on s'arrange pour que, ici, le trajet soit plus petit que le trajet de l'air qui passe au-dessus. Hein? L'air, elle n'a pas le choix de passer. Là, d'aller, quand je me promène, ben, elle n'a pas le choix. Elle était là au début, puis à la fin, elle n'a pas le choix d'être là. Mais le trajet ici va avoir été plus grand, de sorte que la vitesse, elle doit être plus grande pour compenser. Hein? Donc la vitesse ici est plus grande qu'en bas. Si je pars de mon principe de Bernoulli, ça veut dire que la pression, elle va être plus basse en haut et plus haute en bas. Donc si je vais avoir une force nette qui va s'exercer vers le haut, c'est ce qu'on appelle la portance. Donc ça, c'est pour des ailes d'avion. On peut le voir aussi dans le sport. Hein. Si j'ai une balle, je veux lancer une balle de baseball, puis moi, je la fais tourner. Donc, si je l'ai vue, je la lance, je vois de derrière, je la fais tourner comme ça. Si je me mets sur le dessus, ben, la balle, elle tourne comme ça. Mais en tournant, si je regarde au niveau des vitesses, la vitesse va être plus grande ici parce que, OK, j'ai moins de friction. OK? Donc, l'air va aller plus vite ici. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la pression va être plus faible ici, puis la pression va être plus grande ici, de sorte que ma balle va avoir tendance à tourner vers la gauche. Donc, si je la fais tourner comme ça, ma balle, elle va tourner sur elle-même, ce qui va avoir tendance à la faire bouger vers la gauche. Donc, c'est comme ça qu'on fait une balle courbe, par exemple, au baseball. Okay? Puis, ça peut être vrai pour d'autres sports aussi. Donc, la particule, mon objet va bouger. Donc, en conclusion, on a le système des vases communicants qui nous dit aussi que la loi de Pascal, c'est que F1 sur A1 égale à F2 sur A2. On a notre principe d'Archimède qui nous dit qu'un objet émergé va subir une poussée égale au poids du volume qui va avoir été déplacé, le volume de fluide. Et on a le principe de Bernoulli qui nous dit que plus la vitesse d'un fluide est grande, bien plus sa pression, la pression intérieure, est faible.